Mesdames et messieurs d'Autoriam Publishing World, bonjour. Je m'appelle Jimmy Neema, je suis journaliste, réalisateur, vidéaste et photographe, concepteur d'un très grand nombre de documentaires au compte des ONG internationales. Je suis chef de travaux à l'enseignement supérieur et universitaire. Je suis honoré d'être devant vous pour participer à cet échange auquel vous m'avez confié afin de pouvoir faire ma connaissance à travers les réponses que je vais devoir fournir à une série de questions. Et pour commencer, je voudrais brièvement brosser mon parcours académique et professionnel. Je suis détenteur d'une licence en pédagogie appliquée dans la filière des lettres et sciences humaines au département d'anglais culture africaine. Ça, j'ai obtenu à l'ISP de Bukavu en 2010. Au cours de ma formation à cette institution d'enseignement supérieur et universitaire, j'avais vraiment développé un goût très très prononcé pour la littérature, pour la lecture des œuvres littéraires, pour la lecture des histoires, des ballades, ainsi que des pièces de théâtre. Et cela était un signe que j'avais vraiment un goût très très présenté pour un goût très très avancé, développé pour la littérature. C'est ce qui a fait qu'en 2008, pour finir mon premier cycle, j'avais développé un thème tiré en littérature intitulé Setting and Characterization of Where Angels Fear to Tread. Il s'agit d'un roman du Britannique Ernest Morgan Foster. Et donc, 2 ans plus tard, j'ai écrit mon mémoire, toujours en développant un thème qui était aussi choisi en littérature, était intitulé Structural Analysis of Amis Kingsley's Lucky Jim. Entre-temps, j'étais en train de prendre part à des débats à la radio entre les jeunes chrétiens de la ville de Bukavu. Cela avait aussi renforcé mes ambitions de devenir un jour journaliste. Lorsque j'ai fini mon cursus universitaire, j'avais demandé un stage de professionnalisation à la radio-télévision Goma ya Kivu émettant de la ville de Bukavu. C'est la télévision numéro 375 dans les bouquets Canal+, et je l'avais obtenu. Après 1 an, la direction générale de cet organe de presse m'avait envoyé à l'école technique de journalisme de Bukavu. Je suis allé donc bénéficier d'une bourse de l'ONG canadienne JDH, qui est une organisation, une ONG de défense des droits humains. Et en tout cas, j'en suis sorti j'en suis sorti outillé de manière à pouvoir fournir un travail de qualité. Et donc, ce parcours, selon moi, était pour moi une occasion de me préparer aux fonctions que j'ai exercées les dernières années et à devenir ce que je suis devenu sur le plan journalistique, scientifique et académique et pourquoi pas humanitaire. Aujourd'hui, je suis consultant vidéaste, traducteur et interprète dans les ONG Harvest Plus, Landolex Venture 37, ainsi que Cordaid. Et chez Cordaid, c'est là que j'ai vraiment passé mes prestations les plus brillantes pour leurs projets qu'ils ont réalisés entre les années 2018 et 2022. Donc, pour toutes ces organisations, je voulais dire que j'ai participé à la rédaction de leurs newsletters en fournissant des articles, par la rédaction de mes articles et en fournissant des images de qualité beaucoup plus optimale. Et entre-temps, malgré ces charges humanitaires, je n'ai pas cessé d'enseigner. Je suis aujourd'hui enseignant à temps plein à l'Institut supérieur pédagogique. Voilà ce que je peux dire de manière la plus brève concernant mon parcours académique et professionnel. Vous m'avez posé une seconde question de savoir pourquoi j'ai postulé
Qu'est-ce qui m'a poussé à postuler à Authorium Publishing RDC? Oui, généralement, lorsqu'il y a offre dans une entreprise, les candidats, avant de postuler, se posent une série de questions. Mais la plus grande question est de savoir, ces postes, est-ce que j'ai des compétences à offrir à ces postes? En retour, tu te demandes, est-ce que ces postes m'offrent aussi des opportunités qui me facilitent de croître et de m'épanouir dans ma carrière? Voilà ce que je me suis aussi posé quand j'ai vu l'offre de Authorium Publishing World. En me posant cette question, je vais dire que j'étais motivé à postuler puisque, en premier lieu, les exigences du poste rencontrent exactement mon profil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les valeurs que promeut Authorium Publishing DRC, notamment l'accent mis sur les livres comme des outils très puissants pour le développement humain et pour le changement mondial, ça rencontre exactement ma conviction en tant qu'éducateur et en tant que journaliste. Enfin, je voulais dire, Authorium donne l'opportunité à ces acteurs de pouvoir se développer, de pouvoir acquérir des compétences qui peuvent les aider dans le futur afin d'avoir un avenir très florissant dans les domaines de leur exercice. Voilà ce que j'avais à donner comme réponse, comme élément de réponse à cette question. La question suivante, la troisième, vous m'avez demandé si j'ai un jour travaillé dans une édition ou dans une entreprise similaire à Authorium Publishing World. Je vais dire non. J'ai dit non puisqu'il y a une très grande différence entre travailler à une édition et se produire dans une édition. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une très bonne relation avec certaines maisons d'édition en Afrique et dans le monde pour y avoir publié mes articles. Il y a aussi une chose, la jeunesse de notre Église avait mis en place une revue. C'est une revue qui encourage les jeunes à pouvoir produire les articles sur les thèmes d'enseignement de la jeunesse et les conserver le plus longtemps que possible. Et moi, en tant que jeune de l'Église, je me suis aussi produit plusieurs fois dans cette revue en fournissant des articles. Et quand même, j'ai cette relation, mais au vrai sens de la question, je n'ai jamais travaillé dans une maison d'édition. Voilà. En quatrième position, vous m'avez demandé quelles sont les compétences techniques spécifiques que j'ai à fournir à Authorium Publishing World à travers mon poste. Je crois que pour les postes de responsables de médias multimédia, les compétences techniques les plus recherchées incluent d'abord la production du contenu multimédia. Or, moi, je détiens de très fortes capacités à filmer, à monter les vidéos, à traiter les sons, à traiter les photos. Et tout ça, j'ai fait de manière beaucoup plus autonome. Donc, en termes de production du contenu multimédia, j'ai des compétences techniques à pouvoir fournir et je crois que l'organisation ne sera jamais déçue. Deuxièmement, l'autre technique, c'est la gestion des projets. J'avais signalé dans ma lettre de motivation quand j'avais postulé, j'avais parlé de quelque chose par rapport à la gestion des projets. J'avais signalé une chose et je vais encore la répéter. Une fois que j'étais employé à Corbeil de RDC, j'étais impliqué dans un projet qui m'avait demandé de gérer les équipes à Bukavu en RDC et d'autres aux Pays-Bas. Pendant ce temps, il me fallait à tout prix faire toute une combinaison de techniques afin que je puisse arriver aux objectifs qui étaient poursuivis. D'ailleurs, de prime abord, il y a le suivi de l'avancement du processus. Il y a le choix des outils qui sont conformes
à l'utilisation pour une production optimale. Il y a la gestion de plaintes, il y a la sécurisation des équipes sur les terrains, il y a la communication, il y a la gestion des réseaux sociaux. Et tout cela, j'ai géré avec efficacité et les résultats qui étaient obtenus étaient très éloquents, ce qui me pousse à croire que si je suis employé à Autharium Publishing World, je ne pourrais pas décevoir parce qu'en termes de gestion, j'ai un bagage très suffisant pour pouvoir mettre Autharium sur une bonne position sur les marchés. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc en me résumant, je dis que j'ai des techniques en production du contenu multimédia. J'ai des compétences en gestion des projets dans les domaines de mon exercice et une combinaison qui concourt à la réussite, de l'entreprise. On me demande comment gérez-vous les délais et la pression en milieu professionnel. Oui. Généralement, les délais sont souvent conçus comme une source de frustration, de crainte et souvent de perturbation des activités déjà bien planifiées. Mais pour ne pas laisser la frustration, pour ne pas laisser la pression prendre les dessus, moi je fixe les priorités. En fixant les priorités, qu'est-ce que je fais? Je retouche mon horaire de routine en plaçant au premier plan les travaux les plus urgents. En faisant cela, je me concentre sur l'unique tâche jusqu'à la finir dans un délai raisonnable. Et il peut y avoir de la pression, mais quand même, lorsqu'on a pu fixer les priorités, on ne peut pas ne pas réussir à répondre aux exigences dans les délais. Je vais donner un exemple. Le 29 avril 2022, à 13 h, je reçois l'appel du manager du projet S3G de chez Cordaid. Il m'appelle à son bureau pour me dire une chose. Il me dit, Jimmy, les demain de ce mois, donc dans 2 jours, je vais être en face de notre bailleur de fonds pour pouvoir lui présenter les réalisations déjà obtenues dans notre projet. Mais je voudrais y aller avec une vidéo pour être un peu bref et être un peu pragmatique. Mais Jimmy, est-ce que tu es capable d'aller filmer au Nord Kivu et ici au Sud Kivu et me donner la vidéo dans 2 jours? Moi, j'ai dit oui. En tout cas, je n'avais pas beaucoup réfléchi. J'ai immédiatement accepté l'offre. Et le même jour, à 16 h, je prends les bateaux de Bukavu pour Goma. Je suis arrivé à Goma le 30 mai. C'était un jour de congé, un jour où il n'y avait personne au bureau, mais quand même, on avait déjà prévu quelques membres du staff pour me conduire sur les sites où je devais recueillir les témoignages et filmer les réalisations. J'ai passé la journée du 30 en train de filmer. Et quand il est arrivé le soir, j'ai repris les bateaux de Goma pour Bukavu. Et le 1er mai, je me trouve dans la ville de Bukavu le matin. Alors qu'il me faut aller encore filmer quelque chose ici en province du Sud Kivu et revenir. Et là, il faut tenir compte, à part le montage, je dois traduire en anglais les sous-titrages, faire les sous-titrages, ainsi de suite, donner la version brillant pour l'appréciation par les managers avant la production de la version finale. Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout laissé, parce que j'avais du travail au studio, j'ai tout laissé, je suis allé me concentrer sur l'unique tâche. À chaque 30 minutes, je recevais l'appel du manager. Vous vous imaginez c'est quelle sorte de pression que j'ai subie pendant ces 2 jours. Mais j'ai travaillé la journée et la nuit en évitant toute distraction, en évitant les autres tâches jusqu'à me concentrer. Et vers 2 heures, lui-même n'était pas encore en sommeil. Il a dû attendre. Et très tôt le matin du demain, je vais à son bureau. Il était déjà là à 6 heures. Je viens avec la vidéo pour la première version. Il apprécie.
Il n'a même pas attendu que j'aille faire la version finale. Il m'a dit, Jimmy, ça suffit. Et moi, j'étais très, très content. J'étais très honoré de le voir sursauter dans sa chaise de joie, entouré de quelques membres de son équipe qui étaient déjà là. Il était fier de moi pour avoir respecté les délais. Et là, j'ai compris que l'approche que j'avais utilisée pour répondre dans les délais est une bonne approche. Dès lors, moi, je considère que l'épreuve, non, non, les délais n'est plus pour moi un obstacle, mais plutôt une épreuve qui est surmontable. La question suivante est celle de savoir quels sont les outils ou logiciels que j'utilise couramment dans l'exercice et dans mon domaine. Je vais dire ceci. J'utilise couramment Adobe Audition, Fruit Loops et Cubase pour le traitement du son. J'utilise Adobe Premiere Pro, j'utilise Vegas, j'utilise Filmora pour le traitement des vidéos. J'utilise WeTransfer pour pouvoir envoyer le fichier sans altérer la qualité. J'utilise, disons, Google Meet, j'utilise Zoom pour des visioconférences. Ensuite, j'ai un compte Microsoft Skype Teams pour des chats instantanés. Et cela me facilite les tâches dans l'exercice de mes fonctions et je remplis correctement mes tâches selon les calendriers. Voilà. Vous voulez également savoir si j'ai une expérience préalable dans les télétravail ou, disons, dans le travail à distance. Et vous voulez savoir comment je gère la communication. Oui. Moi, c'est depuis 2019 que j'ai réalisé, que j'ai appris que le télétravail est une réalité en milieu professionnel. À l'époque, il y avait restriction de circulation. Alors qu'il y avait, c'était dû au confinement, dû au Covid-19, le monde était en alerte et partout il y avait des actions à poser pour pouvoir sauver des vies partout au monde. Et moi, à ce temps-là, j'étais accordé de RDC. J'étais pour la première fois impliqué dans le télétravail. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Les conférences, les réunions, les communications importantes, les rapports, les ateliers, tout s'est passé en ligne et on arrivait à se communiquer avec tous les personnels de Cordeide à partir du siège aux Pays-Bas, le quartier général à Kinshasa, les bureaux de Goma, les bureaux de Bukavu, et partout là, on était en contact. Et pour moi, à la fin de cette pandémie, j'avais beaucoup aimé le télétravail parce que ça nous facilitait beaucoup de choses que nous ne pouvions pas atteindre lorsque ça serait en présentiel. Et pour mettre ça à profit, les 2 années écoulées, les deux années académiques écoulées, personnellement, j'ai initié mes étudiants à l'enseignement en ligne. Hein? Donc, j'ai initié les étudiants à pouvoir participer aux cours à partir de là où ils sont. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que tous les étudiants qui exercent étaient les plus heureux. Parce qu'après avoir fini leurs tâches quotidiennes, ils n'ont plus à parcourir de longues distances pour aller à l'auditoire. Plutôt, ils peuvent s'asseoir et suivre les cours en temps réel et ils accèdent même aux notes des cours. Lorsqu'il y a des réunions à tenir, on le fait sur base à travers cette même plateforme dont je vais parler dans mes réponses prochaines. Et donc, j'ai beaucoup aimé le télétravail. Et c'est comme ça que moi, je le mets en valeur partout où je vais. Et pour gérer la communication et les tâches en ligne, je les programme seulement. Je les programme sur Microsoft Teams qui me lance des alertes
Et lorsque le temps de réaliser une tâche ou une autre arrive, l'alerte est lancée. Et en plus de ces alertes sur Microsoft Teams, j'ai aussi mon agenda à côté, là où je coche ce que j'ai déjà réalisé et ce que je n'ai pas encore réalisé, afin de ne pas perdre de vue les communications les plus importantes comme les rapports, les descentes sur terrain, les conférences et les ateliers. Voilà un peu comment je gère les tâches et la communication lorsque je fais le télétravail, quoi. Voilà. La question suivante est celle de savoir comment j'assure de rester organisé et productif dans les télétravail ou dans les travails à distance. C'est très important de les savoir. Ce que je peux dire, c'est quoi? Chaque travail, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, ça demande une planification. Donc, dans le cadre de mon exercice, ce que moi je fais, je planifie et je m'évalue avant que la hiérarchie ne m'évalue. Comment je m'évalue? Je compare ce que j'ai déjà réalisé à ce qui est attendu et je donne des explications. Je fournis des explications sur la différence qu'il pourrait y avoir entre les deux avant que la hiérarchie n'en soit au courant. C'est après cette auto-évaluation que je peux maintenant prendre l'étape prochaine, c'est celle de donner, de faire rapport à ma hiérarchie et de partager les réalisations avec d'autres instances qui sont concernées par mon rapport. Voilà comment moi je m'organise. Vous avez également voulu savoir si je suis à l'aise avec les applications et les outils de communication numérique. En tout cas, je n'insiste plus sur la question parce que j'en ai déjà parlé lorsque j'ai parlé du télétravail. C'est dans le télétravail que j'ai dit que partout où je suis passé, ça se passe en utilisant Zoom, en utilisant Google Meet, en utilisant Teams, ainsi de suite. Donc, je peux confirmer que je suis à l'aise avec toutes ces applications et je n'ai aucune difficulté dans leur utilisation, que ce soit superficiellement et même dans la profondeur. Comment est-ce que mes compétences s'alignent avec les valeurs de Thoriam Publishing DRC? Dans ces contextes, moi je crois que les valeurs, le fait que Authorium Publishing accorde une importance à la communication humanitaire, à l'édition des livres, à la promotion des valeurs chrétiennes, à la promotion des compétences personnelles, moi je trouve que c'est là ce qui rencontre toutes mes ambitions. Et donc le fait de pouvoir développer mes capacités, mes compétences pour un avenir beaucoup plus florissant, moi je trouve que tout ce que fait Authorium Publishing, DRC, s'aligne directement avec mes compétences et ces valeurs sont finalement la définition de mes ambitions pour ma carrière. Pourquoi je veux travailler dans le journalisme indépendant ou bénévole? Oui, je souhaite travailler en tant que journaliste indépendant ou bénévole, puisque c'est ce genre de journalisme dans lesquels je peux réaliser des reportages sur des opinions et des faits et en partager avec avec un plus grand public, hein, avec beaucoup de liberté, puisque un journaliste indépendant ou bénévole peut être en partenariat avec beaucoup de médias, beaucoup d'organes de presse à la fois, et surtout les médias qui lui offrent beaucoup plus de flexibilité et une indépendance qui est vraiment remarquable. Alors, dans les journalismes indépendants, je sais que la question suivante, c'est de savoir quel est son impact sur la société. Oui, la société qui consomme les produits du journalisme indépendant est une société qui est très éclairée. Lorsque le journalisme indépendant est celui sur lequel se réfère la société, cette société consomme des informations, des informations variées.
cette variété d'informations peut conduire cette société à pouvoir demander des comptes à ses dirigeants et de pouvoir participer à la prise de décisions puisque c'est une société qui est beaucoup plus informée, qui n'a pas de restrictions d'accès à l'information et qui a une liberté d'expression à travers ce genre de journalisme. Pour moi, la société qui consomme la production du journalisme indépendant est une société très éclairée, n'est pas frustrée, elle a accès à l'information complète et de diverses sources. Voilà. La 13e question me demande comment je collabore avec les équipes multidisciplinaires en milieu professionnel. Je privilégie les appels téléphoniques. J'aime les contacts avant les rapports. Donc, il s'agit d'un comportement social, ça relève vraiment du domaine social, je ne peux pas l'imposer à tout le monde, mais personnellement, voilà comment moi je les gère. Je pose des questions là où je n'ai pas bien compris, afin de ne pas compromettre les résultats. Et ensuite, je m'intéresse très peu à la vie privée des autres membres de l'équipe. Je fais la chose, je m'intéresse très peu à cette vie privée, sauf si cela pourrait porter atteinte aux objectifs de l'organisation. Ensuite, à chaque question, ma réponse est une proposition et jamais une injonction. Voilà comment moi je gère ma relation avec les équipes multidisciplinaires. Je vais répondre à la question suivante, celle de savoir si je suis prêt à travailler dans un milieu culturel, dans un milieu où il y a une diversification culturelle. Moi, je vais dire ceci. Travailler dans un milieu multidisciplinaire et diversifié en culture est une valeur. Lorsque nous travaillons en équipe de personnes venues de plusieurs cultures et de différents pays, il y a émulation. Et à travers cette émulation, les gens se complètent en idées. Nous apprenons les uns des autres. Et en apprenant les uns des autres, nous obtenons les occasions de pouvoir voir les choses d'une autre manière, d'avoir de nouvelles perspectives. Nous adoptons même de nouvelles manières de résoudre nos problèmes et nos différends. Ensuite, ce que j'aime le plus, c'est cette amélioration de la satisfaction du client. Je trouve ça intéressant lorsque nous voyageons en mission de service. Là où vous allez trouver des personnes qui ne sont pas de votre culture, qui ne sont pas de votre langue. Quand vous y arrivez, vous trouvez leur manière de vous accueillir. Ça vous apprend également comment vous pouvez accueillir quelqu'un d'autre lorsqu'il serait chez vous. Et en retour, la manière dont vous avez réalisé les choses, c'est une manière purement nouvelle. Et quand vous rentrez dans votre équipe habituelle, l'équipe ressent que tu es venu avec quelque chose de nouveau. Tout cela, c'est un avantage qu'offre le travail en équipe, là où les gens viennent de plusieurs pays et qui viennent de plusieurs cultures. Donc pour moi, je suis très prêt à pouvoir exercer dans un environnement multiculturel comme ça, et où les gens viennent de plusieurs horizons du monde et se partagent les expériences. Vous avez aussi voulu savoir comment je gère les conflits et les désaccords professionnels en milieu de travail. C'est vraiment important de les savoir. Les désaccords et les conflits professionnels sont une réalité. Et pour le peu de fois que j'ai eu à gérer des conflits et des désaccords professionnels, j'approche ceux qui sont en désaccord. Je cherche à analyser leurs conflits à partir de ses racines afin de me rassurer son degré de nuisance sur le travail. Lorsque je trouve que ce conflit n'est pas à mon niveau, je peux remonter d'autres instances. Mais généralement, lorsque encore je découvre que ce conflit n'a pas une nuisance, son degré de nuisance sur le déroulement du travail n'est pas vraiment élevé, je considère ça comme une vie privée et comme je l'ai dit précédemment,
je m'ingère très bien, très peu dans la vie privée des autres membres afin de pouvoir réaliser tout ce qui est professionnel et abandonner le reste des conflits. Mais c'est entre adultes que cela arrive. C'est entre adultes que cela arrive. Il y a plusieurs moyens de résoudre les conflits et les désaccords. Mais s'il s'agissait de moi, voilà comment moi je réagirais. On approche ceux qui sont en conflit, on analyse les conflits, on mesure les degrés de sa nuisance au déroulement du travail et on passe à la conclusion. La conclusion peut être soit de transformer ces conflits ou alors de remonter à une autre instance pour pouvoir trouver une solution durable. Il y a aussi cette question qui veut savoir comment je m'adapte aux rapides évolutions dans le monde numérique. L'adaptation au monde numérique dépend du domaine où on est en train d'exercer. Mais moi, notre carrière ici de vidéastes ou d'acteurs humanitaires nous demande de nous adapter à ces évolutions aussi rapides que vous l'avez dit précédemment. Et pour y arriver, nous sommes en formation continuelle. Nous sommes en formation continuelle. Peu importe là où on est déjà arrivé, les innovations viennent chaque jour. Et le devoir, c'est de s'y adapter. S'y adapter, on participe à des séances de formation, à des séances de mise au point, à des séances, à des ateliers de mise à niveau. Il y a aussi l'auto-formation, soit on peut utiliser un tutoriel et cela vous aide à vous adapter progressivement. Je me rappelle d'une expérience un peu triste. C'est le jour-là où je vous ai parlé d'une urgence que j'avais gérée en 2022. Dans la vidéo, il fallait flouter le visage d'une bénéficiaire selon la recommandation du manager. Il est déjà 22 heures. C'était la première fois pour moi de faire le floutage depuis que j'étais monteur et réalisateur. Je trouve qu'il faut faire le floutage. Le premier ami que j'ai contacté pour m'aider, il m'a hué, il m'a dit, Jimmy, c'est une honte aujourd'hui si tu ne connais pas faire le floutage. Je me suis humilié et j'ai attendu son appel par lequel il m'a fait suivre les étapes à suivre pour pouvoir réaliser le floutage. Et ce jour-là était un jour heureux où je me suis humilié devant quelqu'un devant qui généralement je ne pouvais pas m'humilier, mais parce que l'évolution rapide de la technologie me l'a recommandé, moi je l'ai fait. Et voilà ce que je peux même recommander à tout autre qui voudrait bien apprendre. Il faut être en formation continuelle. Ne pas dire qu'on connaît déjà. C'est accepter qu'on ne connaît pas. C'est accepter qu'on peut toujours apprendre. C'est de chercher par quel moyen on peut apprendre, suivre des cours en ligne, suivre des ateliers de formation, suivre des tutoriels. Et c'est comme ça que les gens se perfectionnent dans le monde numérique. La 17e question. Elle demande qu'est-ce que j'attends de ces postes. En tant que responsable média multimédia, j'attends de ces postes une croissance. Une croissance en compétences, une croissance en capacité de gestion, afin qu'aujourd'hui je sois en train d'exercer comme un journaliste indépendant sur le plan national. Je peux souhaiter que, à partir de la formation que je vais bénéficier de Authoriam Publishing DRC, je puisse avoir un autre niveau qui peut me placer au niveau international pour qu'un jour, lorsque je quitterai cette entreprise, je puisse reconnaître que j'ai été formé jusqu'à devenir une personnalité internationale dans le journalisme. Voilà ce que j'attends. Donc il faut perfectionner mes compétences, me parfaire et me rendre beaucoup plus important et utile pour des postes ultérieurs. Ici, à la 18e question, l'avant-dernière, vous me demandez si j'ai un jour développé ou géré une plateforme web complexe. Oui, je l'ai déjà fait. J'ai initié
une plateforme d'apprentissage en ligne à l'Institut supérieur pédagogique par les trichements de l'application WhatsApp. J'ai commencé par l'identification des utilisateurs qui sont les étudiants, qui sont les enseignants et j'ai même conçu quelques règles à suivre afin de ne pas se dérober et des objectifs poursuivis, donc de l'apprentissage ou des réunions poursuivis par cette plateforme. J'ai initié les gens, je les ai formés, j'ai même pris du temps pour les montrer comment ça fonctionne. Lorsqu'il y a une activité, qu'est-ce que nous faisons? Je génère un lien sur Google Meet, je partage les liens dans le forum WhatsApp et lorsque l'alerte sonne qu'il faut commencer l'activité, moi j'ouvre déjà l'auditoire ou l'espace de la réunion et les autres, là où ils sont, ils cliquent sur leur lien afin de pouvoir rejoindre la réunion. Et cela est une tâche que je suis en train de gérer depuis plus d'une année, surtout lorsque nos routes de dessert agricole qui vont dans les territoires peuvent empêcher certains d'entre nous de voyager vers les lieux habituels de nos réunions. Alors, voilà l'objectif. Les avantages sont nombreux liés à cette pratique. Et aujourd'hui, je jouis d'une très bonne réputation avec mon département pour ces efforts que je ne cesse de fournir afin de faciliter l'accès à l'information en temps réel grâce à cette plateforme. Déjà, les gens lancent des petites conversations, ça peut être entre étudiants, tout en respectant bien sûr les règles d'utilisation du forum. Ça peut être une conversation entre les enseignants, ça peut être un communiqué qui engage toute l'institution et les gens utilisent ça et je suis très heureux de pouvoir partager cette expérience avec les autres. Donc j'ai développé, j'ai géré et je continue de gérer et les résultats sont très éloquents par rapport à la gestion de cet e-learning web que j'ai développé il y a une année. Je vais maintenant finir avec la dernière question, celle qui concerne la sécurité des informations en ligne. Oui, généralement, les informations, lorsqu'elles sont logées sur les plateformes numériques, elles sont vulnérables. Elles sont vulnérables des menaces de la cybercriminalité. Alors, chaque entreprise a l'obligation de trouver des mesures puissantes pour pouvoir sauvegarder et protéger ces informations et ces données. Mais les moyens les plus courants jusqu'à aujourd'hui, je crois que sont les mesures qui sont toujours très courantes, c'est la protection des données par mot de passe fort. Les mots de passe forts peuvent empêcher l'accès facile aux informations ou de les pirater parce qu'elles sont protégées par mot de passe. L'autre approche, c'est le cryptage des données. Lorsque les données sont cryptées, elles sont difficiles d'accès, elles résistent aux menaces de la cybercriminalité. L'autre, il y a parfois nos ordinateurs lancent des alertes que les applications sont déjà obsolètes. Alors, le renouvellement ou la mise à jour des applications continuelles est une mesure aussi qui peut nous aider à protéger nos informations contre les virus et d'autres menaces que vous connaissez. Mais en général, ce que moi je considère beaucoup plus important, c'est lorsque on est au courant que les informations sont vulnérables, la bonne mesure, c'est de vulgariser à l'intérieur de l'entreprise et à toute l'équipe, auprès de toute l'équipe, et vous vulgarisez toutes les mesures déjà arrêtées pour la sécurité. Parce que la sécurisation des informations peut aussi varier selon les types d'entreprises. Ceux qui sont dans l'éducation n'ont pas les mêmes genres de données que nous qui sommes en journalisme, par exemple, ou autre domaine. Alors, il faut que chaque entreprise puisse vulgariser les mesures déjà arrêtées pour pouvoir sécuriser leurs informations.
dès que les équipes sont au courant des mesures déjà prises, lorsqu'il y a alerte de menace, directement sans pouvoir contacter qui que ce soit, l'individu dans son bureau, l'individu dans son coin, lui-même utilise la mesure qui lui a été recommandée par l'entreprise afin de sécuriser les informations. Et là, elles peuvent résister. Merci beaucoup. Je suis à la fin de cet entretien. Merci de m'avoir associé à cet échange. Je suis vraiment reconnaissant du temps que vous allez prendre pour m'écouter devant cette vidéo. Je suis reconnaissant des efforts que vous allez pouvoir fournir pour analyser les éléments de mes réponses. Mais dans tous les cas, vous allez découvrir ici ma soif et mon envie de faire partie de l'équipe Authoriam Publishing DRC pour très bientôt. Pour le reste, je vous remercie. Au revoir.